Bonsoir à tous et bienvenue dans Mela 5, c'est le retour de votre émission rugby sur la radio 100% live de Wisport. Ce soir évidemment on reviendra sur les demi-finales des deux Coupes d'Europe qui se sont déroulées ce week-end et qui ont été vraiment très prolifiques pour les clubs français avant de nous attarder sur notre beau championnat de top 14 pour lequel la course au top 6 est complètement folle, notamment après la victoire du Stade français au Racing et de Toulon face à Agen, même si le deuxième résultat était peut-être un peu plus prévisible que le premier. Ce soir, pour débattre avec moi dans cette émission, deux chroniqueurs habitués de cette émission, Flavien Olivier. Salut Flavien. Salut Greg, salut à tous et spoiler, un club français gagnera la Champions Cup. C'est vrai que ça fait longtemps que c'était pas arrivé, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le rugby tricolore, mais également avec nous, donc je vous l'ai dit, un deuxième chroniqueur, Benoît Le Saulnier. Salut Benoît. Salut Grégoire, salut Flavien et bonjour à tous. Super week-end, j'ai hâte d'en parler avec vous. Ouais, bah écoutez, je vais vous demander tout d'abord comment s'est passé votre week-end, messieurs, devant les belles prestations de nos trois clubs français donc qui sont en finale, le Stade Toulousain et le Stade Rochelet en finale de la Champions Cup et Montpellier en finale de la Challenge Cup, Flavien. C'est vrai que Toulouse-Bordeaux, on s'attendait à une victoire toulousaine à cause des nombreux cas de Covid de l'UBB. Mais il faut pas non plus occulter la grosse perche de Montpellier qui allait gagner à Basse. C'est jamais simple de gagner en terre anglaise là-bas. Et bien sûr, la masterclass de La Rochelle qui a dominé le géant du Leinster. Ouais, Benoît, toi ton week-end, franchement, j'imagine, comme le nôtre, plutôt sympathique, surtout devant la performance du Stade Rochelet à laquelle on s'attendait pas forcément contre le Leinster. Moi, c'est vraiment La Rochelle qui m'a impressionné ce week-end. Ils ont produit le jeu en fait dans la continuité de d'habitude. Ils posent vraiment bien leur jeu, à l'inverse de Toulouse qui des fois gère vraiment pas très bien ses débuts de match. Souvent, on retrouve une équipe de Toulouse qui est un peu dominée en première période. Encore, ils s'en sortaient plutôt bien contre Bordeaux. Et Bordeaux, je pense qu'ils peuvent nourrir quelques regrets parce qu'ils étaient pas loin de faire un bon coup à Ernest Valence. Il manquait vraiment pas grand-chose et je pense que la préparation a joué, mais c'est vrai que Bordeaux aurait pu faire quelque chose d'encore plus spectaculaire, un exploit bordelais, ça aurait été vraiment chouette. Et Montpellier, évidemment, bah là, qui sauve sa saison parce que on les attendait pas forcément en Europe. Et ben, ils cachent finalement ce qu'ils font pas de très bien en top 14 parce qu'ils sont vraiment en bas du classement depuis le début de saison. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces trois clubs français accéder au final. Donc, incroyable. Ouais, Flavien, on va revenir en premier lieu donc sur le match du Stade Toulousain que tu as couvert. Donc le Stade Toulousain qui s'est imposé 21-9 à Ernest Vallon contre Bordeaux avec notamment deux essais de Lebel et d'Antoine Dupont en fin de match. Ça n'a pas été une grande rencontre de rugby, mais au moins ce que ça a pu apporter comme garantie au Stade Toulousain, c'est que le Stade Toulousain s'est gagné même dans des matchs où il n'y a pas de grandes envolées. Bah, contre l'avis général, j'ai quand même trouvé que Toulouse n'a pas vraiment été mis en danger. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils se sont fait peur et tout, mais quand on regarde vraiment bien le match, on se rend compte qu'ils ont été à leurs mains et que Bordeaux, malgré toutes les intentions du monde, malgré toujours ce cœur bordelais et cet effectif qui ne lâche jamais rien, voilà, on sentait que Toulouse était quand même à sa main, a fait ce qu'il fallait, a accéléré quand il fallait accélérer. Et au final, oui, même si Bordeaux n'a pas démérité, Toulouse est en finale et c'est logique, vu, faut le répéter, mais la préparation tronquée de l'UBB, le Covid, eux, avec le Covid, déjà l'année dernière, ils étaient super bien placés pour remporter le championnat qui a été annulé à cause de ça. Là, cette année, peut-être que ça leur coûte le match le plus important de l'histoire du club. Ouais, je pense que Bordeaux est peut-être le club qui a été le plus impacté par le Covid depuis 1 an et demi. Ouais, et puis sans compter que les Bordelais là ont pas mal de matchs à rattraper en top 14 aussi et qu'ils vont enchaîner ces prochaines semaines. Et même s'ils jouent contre des adversaires à leur portée, je crois que outre la section paloise, ils jouent les quatre dernières équipes du classement lors de leurs trois prochains matchs. C'est sûr que ça peut peser dans les cannes, en tout cas si jamais il y a un barrage à disputer dans plusieurs semaines. Benoît, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance et du Stade Toulousain et de Bordeaux, même si tu nous en as touché quelques mots en introduction? C'est vrai qu'une équipe bordelaise qui a peut-être mieux résisté que ce à quoi on s'attendait. Maxime Mermoz, notamment, ancien joueur du Stade Toulousain, avait déclaré, qui est consultant chez Beansport, je le rappelle, avait déclaré récemment dans la presse qu'il ne voyait
pas Bordeaux, un autre sort pour Bordeaux que d'en prendre 40 à Ernest Vallon. Finalement, ça a été beaucoup plus étriqué que prévu. Qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement de cette prestation bordelaise et de cette prestation toulousaine aussi? Bordeaux, ils ont pas l'expérience de Toulouse aussi. C'était leur premier match en phase finale européenne, donc une demi, c'était déjà vraiment du très haut niveau pour eux, je pense. Donc c'est que leur première apparition à ce niveau-là et on les retrouvera certainement très vite les prochaines années. Après, oui, Bordeaux, ils ont produit un jeu qui était finalement un pareil dans la continuité de ce qu'ils produisaient avant et ils ont eu 3 semaines de blanc, donc ça, c'est difficile à combler à ce niveau-là. Surtout quand tu as une équipe de Toulouse qui était vraiment en confiance après ces matchs. Même si c'est compliqué pour eux aussi de faire des matchs pleins, parce que souvent les premières périodes, elles sont compliquées à négocier et finalement, c'est des éclairs de génie, souvent des joueurs comme, Lebel, Dupont, dernièrement, qui permet de remettre l'équipe, sur la bonne voie. Donc, je pense que Bordeaux, a a a eu ce qu'il mérite ont eu ce qu'ils méritaient et Toulouse qui est l'équipe la plus apte, à mon avis, pour disputer une finale de Champions Cup et ils sont capables, de la gagner. Oui, bon, on l'a dit, hein, surtout Bordeaux va avoir beaucoup d'échéances qui arrivent en top 14 de Ouais, manière consécutive et ça aurait pu être encore plus compliqué si jamais ils s'étaient qualifiés en finale de la Champions Cup. Bon, je pense pas qu'ils auraient craché dessus non plus, mais c'est vrai que voilà. En tout cas, bien sûr. ce stade toulousain, moi, ce que je trouve effectivement impressionnant, c'est que, alors bien sûr qu'il y a des joueurs de classe mondiale, mais on est loin non plus d'être devant des joueurs pour la plupart, notamment à l'arrière, qui ont disputé, bon, outre Maxime Médard évidemment, 5 finales de championnat, 3 finales de Champions Cup, une finale de Coupe du Monde. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des joueurs extrêmement talentueux, mais qui n'avaient peut-être pas jusqu'alors cette expérience européenne pour être aussi pragmatique, j'ai envie de dire, dans les moments importants, Flavien. Puisque c'est la première finale du Stade Toulousain depuis 10 ans, on le rappelle, hein. Oui, mais enfin, on n'est pas surpris, hein. Il y a une jeune génération et ils roulent un peu sur tout le monde depuis un an et demi. Alors, ça a coincé en Coupe d'Europe, ouais, tu l'as dit, 10 ans. Pour un club aussi prestigieux, ça fait quand même long. Mais là, voilà, ils sont là où ils doivent être. Ils ont roulé un peu sur tout le monde. Et en finale, même si La Rochelle a sorti une prestation XXL, en finale, c'est bien sûr Toulouse qui est favori. Ouais, tu l'as rappelé, hein, Toulouse qui a fait un superbe parcours, hein. Ils ont gagné au Munster, si je ne m'abuse, ils ont gagné à Clermont. Et là, ils viennent gagner face à cette équipe bordelaise, certes impactée par le Covid ces dernières semaines, mais qui avait quand même été assez impressionnante lors de ses dernières sorties. On va peut-être passer à La Rochelle. Je pense qu'il y aura peut-être plus de choses à dire que sur cette rencontre entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. La Rochelle qui donc s'est imposée, on va pas dire de manière miraculeuse parce que le succès est totalement mérité, mais en tout cas c'était quand même une petite surprise, hein, de voir à La Rochelle, même une grosse surprise de voir La Rochelle battre le Leinster. On savait qu'ils en avaient la possibilité, les Rochelais. Ils se sont imposés 32-23 contre cette équipe du Leinster. Ils étaient menés 13-12 à la mi-temps avant de réaliser un dernier quart d'heure de folie, même 20 dernières minutes de folie avec un essai de Grégory Aldrit et donc de Skelton à 5 minutes du terme. Ces Rochelais donc qui retrouveront ce stade toulousain en finale. Moi, j'aimerais avoir vos réactions, messieurs, sur cette rencontre, sur cette qualification du Stade Rochelais. Moi, je trouve que vraiment, ils ont fait une prestation, comme tu le disais, Flavien, XXL. Ils ont rivalisé dans tous les secteurs avec cette équipe du Leinster. Et ils ont fini presque, j'ai envie de dire, par prendre le Leinster à son propre jeu dans le dernier quart d'heure. Je lisais un article de nos confrères de l'équipe qui répertoriait la revue de presse des anglo-saxons justement sur ce match. Et voilà, enfin, les mots qui ressortent, c'est géant, exceptionnel, équipe incroyable. Et surtout, ils ont pas arrêté de tresser des lauriers à Will Skelton, qui a été sans aucun doute sûrement l'homme du match de cette partie incroyable, qui a été exceptionnel avec Aldrit à ses côtés. Ils ont justement pris le Leinster à son propre jeu. Parce que moi, j'avoue, je pensais pas. Je pensais vraiment que le Leinster allait faire la différence à l'expérience, avait l'habitude de ce genre de moment, allait justement emmener le match vers à peu près ce qu'on a vu pendant une heure, hein. Un match assez lent, assez tactique, qui se joue sur des détails. Et voilà, ils les ont pris à leur propre jeu. Le Leinster est pénalisé 14 fois. Ils ont souffert face à la puissance du pack Rochelet qui a été monumental. Ils ont fait le match parfait, ils étaient à 200%.
Et voilà, une prestation comme ça, c'est peut-être l'une des plus belles prestations de ces 10 dernières années d'un club français en Coupe d'Europe. Et là, ils sont lâchés. Comme je l'ai dit, Toulouse est favori. Mais si La Rochelle arrive à les emmener dans un match comme ça, dans un match assez lent, assez ennuyeux, là, ils sont capables de gravir des montagnes. Ils l'ont fait avec celle du Leinster et Toulouse est la prochaine étape sur leur calendrier. Moi, je ne sais pas s'ils arriveront à, en tout cas, à emmener ce match sur le même rythme contre le Stade Toulousain, parce que le Stade Toulousain et le Leinster, c'est quand même deux équipes qui sont radicalement différentes. Maintenant, moi, ce qui m'a vraiment impressionné du côté de La Rochelle, c'est que tous ces clubs français qui sont bons en championnat, mais qui sont encore tendres en Coupe d'Europe, je pense notamment, bah, bon, peut-être plus maintenant, mais à Bordeaux, à La Rochelle ou même à Lyon, c'est souvent des équipes qui, lorsque le match s'enlise et bascule vers un rythme qui ne leur est pas familier, tout simplement, ils ont souvent beaucoup de difficultés à rester disciplinés, à ne pas encaisser des essais sur leur temps fort, à être pragmatiques sur leur temps fort. Oui, à ne pas encaisser d'essais sur leur temps faible, hein. Je ne sais pas si j'avais dit temps fort, petit lapsus de ma part. Mais voilà, je trouve que en tout cas, c'est là où le Stade Rochelet a obtenu sa qualification et a été très bon contre le Leinster. Je trouve qu'ils avaient enfin, ils avaient fait le parti pris de monter très fort en défense, quitte à se faire pénaliser très tôt, ce qui leur a valu d'ailleurs plusieurs coups de pied adverses en première période. Mais voilà, cette équipe, sûre de sa force, elle a su gérer ses temps faibles et être très pragmatique sur ses temps forts. On l'a vu, hein, ils ont su attendre le bon moment en fin de match pour enfoncer ses clous et aller au bout de cette équipe du Leinster, Benoît. Ça, quel plaisir de sortir pour la deuxième fois les Irish dans les phases finales, parce que c'est pas tout le temps qu'on gagne contre le Munster avec Toulouse et maintenant le Leinster avec La Rochelle qui fait une mini surprise. Mais même c'est même pas étonnant vu le jeu qu'ils produisent depuis des semaines maintenant. Ils sont deuxième en top 14 et là, ils ont, ils ont été très bons tout le match. Ils ont su passer devant au bon moment et puis mettre un écart suffisant pour pouvoir faire couler les Leinster qui ne pouvaient plus revenir sur la fin. Un match parfaitement géré par O'Gara et Jono Gibbs. Vraiment deux entraîneurs aussi là, qui sont magnifiques, hein. C'est 2 légendes maintenant, au poste d'entraîneur, donc c'est pas pour rien aussi que l'équipe, elle fonctionne parce qu'il y a peut-être aussi, ces systèmes de jeu qui font que l'équipe, marche face aux Irlandais, parce que Jono Gibbs, il a déjà entraîné en plus l'équipe, du Leinster, donc il connaît aussi, comment joue l'adversaire et il sait les faire déjouer et je pense que c'était un gros atout pour le Stade Rochelais. Justement, au niveau des individualités, qui est-ce que vous ressortez côté Rochelet? Évidemment, il y a Skelton, Flavien l'a dit. Il y a aussi Pierre Bourgarit, hein, qui a une nouvelle fois été vraiment, vraiment très bon. Il y a West, évidemment, qui, entre ses coups de pied et même son drop, a été un facteur X de cette victoire rochelaise, Flavien. Bah oui, enfin, bien sûr. Alors, Skelton a crevé l'écran, Aldrid, Bourgarit, Kerbarlo a fait un très bon match. Mais c'est surtout les Sud-Africains que j'aimerais bien mettre à l'honneur. On a souvent parlé du côté de Montpellier, où ils ont souvent été décevants, ils avançaient pas. Et là, on a Leeds, le centre qui peut aussi jouer à l'aile, a été vraiment, encore une fois, très bon, notamment en défense. C'est vrai que c'est un joueur où on n'en parle pas beaucoup, même dans notre championnat domestique, mais il a fait un énorme match. Rouleux aussi a été très bon, Liebenberg, enfin voilà, c'est vraiment cette connotation sud-africaine et même néo-zélandaise avec Kerr-Barlow, West. Voilà, ils ont réussi quand même, c'est la quintessence du mélange pour moi avec des joueurs français qui sont excellents en ce moment, Antonio, Aldrid, Dulin, et les étrangers, comme je l'ai dit, Victor Vito a encore une fois aussi été monstrueux. On l'a vu d'ailleurs l'image sur le dernier essai où on le voit, l'image exceptionnelle où il hurle de plaisir, il gonfle les bras. C'est vraiment des vainqueurs et cet effectif est peut-être l'effectif le mieux formé avec Toulouse en top 14 et en Europe, quoi. Vraiment, on va aller dans les superlatifs, mais leurs prestations amènent vraiment qu'à l'emballement parce que ce qu'ils ont fait, encore une fois, c'est exceptionnel face à peut-être la meilleure équipe sur ces 5 ou 6 dernières années avec les Saracens. Benoît, un mot peut-être sur certaines prestations individuelles dans la lignée ou non de ce que vient de nous dire Flavien. Sur l'équipe, bah, bien sûr, pour moi, ça s'est joué devant et avec un Grégory Aldrit encore.
exceptionnel. J'ai l'impression qu'il loupe pas un seul match, Aldrit, et il a marqué un essai en plus. Heu, qu'il soit mis, au centre ou à l'aile en troisième ligne, il est toujours aussi excellent. Donc ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est vraiment le joueur, dont je suis fan dans cette équipe de La Rochelle, et à côté de lui, il y a Victor Vito qui, lui pareil, c'est le All Black, c'est toujours dans la continuité. On fait des gros matchs et surtout, on sort ces gros matchs au bon moment et ça marche. La ligne de 3 quarts aussi, qui marche très bien, Dulin. Il y a Botia aussi qui pèse très lourd, et j'aime bien aussi l'ailier Roule, même si on l'a un peu moins vu contre le Leinster, mais vraiment, je suis impressionné par cette équipe. Ouais, c'est vrai que tous les noms que vous avez cités, finalement, la question qu'on peut presque même se poser, c'est laquelle des deux équipes entre La Rochelle et Stade Toulousain sera favorite en finale? Je sais que Flavien se penche sur Toulouse. Maintenant, au regard des compositions, sur le 15 de départ, franchement, on peut pas dégager une équipe qui soit beaucoup plus expérimentée sur la scène européenne que l'autre, je trouve. Non, ça va être une très grosse finale, je pense, et c'est même possible qu'on retrouve les 2 équipes en top 14. Pour moi, c'est vraiment les 2 les 2 équipes qui sortent du lot, même en France, hein, parce que donc c'est cette coupe d'Europe avec 2 clubs français. Quand on voit que le troisième c'est Clermont et le jeu qu'ils produisent, on se dit, vraiment il y a une classe d'écart entre, La Rochelle-Toulouse et le reste des clubs. Donc c'est sûr la finale mérite de se jouer entre les 2 pour les départager et savoir, qui est le meilleur. Mais je verrais bien La Rochelle l'emporter quand même. Ah, donc petite surprise pour toi, hein, alors que Ouais. les bookmakers, effectivement, sont aussi du côté du Stade Toulousain avec une cote aux alentours d'1,50 contre 2,50 pour La Rochelle. C'est vrai que au-delà d'une finale européenne entre clubs français, c'est aussi l'affrontement peut-être euh, en prévision d'une potentielle finale du top 14 justement, hein, parce que ces deux clubs seront a priori, à moins que Clermont ou le Racing viennent y mettre son grain de sel en demi-finale du top 14, puisqu'ils sont Moi actuellement je pense pas. aux deux premières places, je ne pense pas non plus. Maintenant, oui, on a clairement là les deux meilleures équipes françaises et les deux meilleures équipes européennes. Du coup, Flavien, ça risque de nous donner une finale d'anthologie. Oui, et ça vaut ce que ça vaut, mais sur les 5 dernières confrontations entre les 2 clubs, il y a 4 victoires de Toulouse pour une de La Rochelle. Donc ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. Mais là, il faut noter que La Rochelle a sorti une énorme perf, mais comme l'a dit Benoît, c'est vrai que dans l'encadrement, tu as Jono Gibbs, tu as Ronan O'Gara qui a joué chez le frère ennemi du Leinster, le Munster, pendant de nombreuses années. Je veux dire, le game plan, le plan de jeu était préparé et tout a été fait à la perfection. Là, contre Toulouse, c'est une équipe qui se rencontre souvent, ils se connaissent en top 14. Toulouse a souvent eu l'avantage et Toulouse aura l'avantage de l'expérience, du talent et aussi, en ce moment, a une force collective supérieure à celle du Leinster. Donc là, pour moi, c'est un autre morceau. Toulouse est favori, mais avec cette équipe de La Rochelle, ils sont plus à un exploit près. Et une chose est sûre, la finale sera tendue. On ne sait pas s'il y aura du jeu, mais voilà, il y aura des artistes sur le terrain et on espère la plus belle finale possible. Écoutez, je me joins à vos analyses pour espérer la plus belle finale possible. Maintenant, j'ai aussi peut-être un peu peur que les deux équipes, pas tétanisées par l'enjeu, mais effectivement, on connaît une finale, c'est pareil à peu près dans tous les sports, même au football, ou même entre deux équipes très offensives, on voit rarement une finale avec 5 ou 6 buts. Là, c'est pareil, je doute quand même que malgré qu'on ait deux équipes extrêmement offensives, on voit 5 ou 6 essais dans cette rencontre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y aura énormément de facteurs sur lesquels se pencher. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être une clé du match à venir entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais avant qu'on passe à la Challenge Cup. Bah, peut-être le point du public, on espère qu'il y ait du public à Twickenham pour supporter les 2 équipes, surtout que La Rochelle, imaginez, 1 demi-finale à domicile, pas pouvoir accueillir, une seule personne dans le stade, ça devait être un crève-cœur pour tous les supporters. Alors s'il pouvait y avoir, même à jauge réduite, quelques supporters, je pense que ça serait bien pour l'ambiance du match. Alors, de ce que j'ai vu, il y a déjà 5 000 billets sur les 10 000 qui ont été vendus, mais ça concernerait majoritairement des Français résidant au Royaume-Uni, puisque Ouais, si les Français peuvent rentrer au Royaume-Uni, on sait qu'il y a une quatorzaine de 10 jours à l'arrivée, ce qui, du coup, bah, forcément, en ouais, a ça va être refroidi compliqué. plein. Donc, ça se dirigerait peut-être plus vers les Français du Royaume-Uni, sachant que j'ai lu qu'ils étaient près de 300 000 à résider rien qu'à Londres. Donc voilà, en tout cas, cette finale qui devrait se jouer devant
presque 10 000 spectateurs, a priori, si les choses se passent bien. Flavien, quelque chose à rajouter ou on passe à Montpellier? Oui, on aura le temps d'en reparler, mais s'il y a vraiment une clé du match pour moi à ressortir, ce sera au niveau du rythme du match. Si La Rochelle arrive à mettre dans le même rythme que l'a fait Bordeaux, par exemple, s'ils arrivent à mettre un rythme assez lent, assez cadenassé, ils auront une chance. Par contre, si ça part en mode match foufou, deux équipes, ça fait du ping-pong, ça part dans tous les sens, Toulouse aura un vrai avantage vu le talent de leur ligne arrière. Et puis ils aiment bien jouer aussi dans le désordre, Toulouse, ils sont bons pour ça, des fois quand c'est bien ordonné, c'est plus Rochelais justement à l'image, des entraîneurs irlandais et non, je pense que le désordre réussirait plus à Toulouse et je pense que La Rochelle devra vraiment caler le jeu pour, si elle veut espérer quelque chose. Eh ben, je vous rejoins. On va passer donc à la Challenge Cup. Après, du coup, ce pot débrief des demi-finales qui ont vu deux victoires, deux clubs français qui s'affronteront donc le samedi 22 mai à 17h45 à Twickenham, une finale 100% française dans l'entre du rugby anglais. On ne va pas bouder notre plaisir, mais du coup, la veille, le vendredi soir, on aura aussi une équipe française dans l'enceinte de Twickenham. Ce sera Montpellier. Montpellier qui peut donc encore sauver sa saison hein, après un début de saison, vous le savez, catastrophique en championnat. Le MHR a repris du poil de la bête, désormais 4 points d'avance sur la zone rouge avec 2 matchs en moins. Et du coup, cette équipe s'est imposée 19-10 à Basse. Là aussi, une petite surprise hein, quand même, parce qu'on voyait les Anglais quand même assez largement favoris dans cette rencontre, surtout au vu de la prestation de Montpellier, que ce soit en championnat ou même en Coupe d'Europe cette saison, même si c'était un peu mieux en Coupe d'Europe, il n'y avait pas eu vraiment de match référence, puisque les tours d'avance avaient été Trévise et Glasgow. Donc voilà, même si Glasgow c'est un peu plus fort que Trévise, pour moi c'était quand même loin de l'opposition qu'ils ont eu samedi avec Basse. Et donc cette équipe de Montpellier qui est en finale de la Challenge Cup. Hein. C'est assez extraordinaire. Hein. Mais voilà, en tout cas je pense qu'ils vont pas bouder leur plaisir les Montpelliérains. Ils joueront en finale donc face face à Leicester qui est venu à bout de l'Ulster. Messieurs, peut-être ouais, quelques réactions sur cette équipe de Montpellier, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qui a changé, Benoît, depuis ce début de saison où Montpellier était vraiment pas bon, tout simplement. Déjà, ils ont eu l'opportunité de jouer un 16e de finale, je crois, ce qui n'aurait peut-être pas été donné s'ils avaient dû jouer toute la phase, de groupe. Mais en tout cas, ils sont arrivés là dans les phases finales et je pense que, ils ont joué la carte à fond parce que c'était, le seul endroit où ils pouvaient créer quelque chose et avoir un véritable objectif, outre, le maintien en top 14. Donc, arriver à ce niveau-là quand on fait une saison comme ça, je pense que ça fait du bien, ça ressoude l'équipe, pour la fin de saison. C'est déjà un très beau parcours, déjà et l'équipe de Montpellier, qui se retrouve un peu, en coupe d'Europe parce que c'est vrai qu'elle a vraiment du mal, en France et contre des clubs anglais comme ça, elle arrive à créer la surprise même à l'extérieur. Je sais pas à quoi c'est dû, mais peut-être que les partenaires de Guillaume Guirado, ont préféré jouer, cette année, la Challenge Cup. Mais, voilà, c'est un p presque incompréhensible, au vu du jeu qu'ils produisaient à côté, mais bon, c'est tant mieux. Flavien, toi qui parlais justement des Sud-Africains de La Rochelle tout à l'heure, est-ce que c'est un facteur, notamment, bon, même s'il est français, on peut penser à un Paul Willemse, est-ce qu'il symbolise, avec d'autres, en tout cas, le renouveau du MHR en cette fin de saison? Je ne sais pas si on peut parler de renouveau. Ouais, je suis désolé, mais ça va être méchant, mais ça confirme que c'est une équipe de mercenaires. Hein. Voilà, c'est des joueurs qui jouent vraiment que quand ils le veulent. Là, ils savent qu'il n'y a plus rien à jouer en championnat, donc ils se mettent enfin à jouer en Coupe d'Europe. Donc, il y a rien. J'ai l'impression que leur match, il n'y a rien à en tirer. C'est le problème, c'est qu'ils jouent selon leurs envies. Il n'y a pas de collectif. Il y a Saint-André à la tête. On ne sait pas pourquoi il est là. C'est vraiment compliqué. Et au-delà de ça, enfin, je comprends même pas. Parce que je regardais, si je dis pas de bêtises, le vainqueur de la Challenge Cup, il n'est pas qualifié en Champions Cup. Je crois pas, plus depuis quelques années maintenant. Ouais, je crois que c'est depuis 2014. Donc, Ah, même un peu ça, plus jeune, je pense.
Ouais, même ça, quoi. Même s'ils la gagnent, au final, ce sera un titre, mais ils iront quand même pas en Champions Cup. Donc, enfin, j'ai vraiment rien. C'est une belle performance de gagner à Bath, mais leur classement au championnat est honteux pour une équipe d'un tel standing avec un tel effectif. Donc, pour moi, il y a vraiment rien à en tirer, quoi. Ils vont avoir le maintien et derrière, il va falloir restructurer tout ça parce que c'est un échec monumental. Ah, donc pour toi, la saison sera un échec monumental, même en cas de titre en Challenge Cup. Il faut en parler de la Challenge Cup. Comme je viens de le dire, tu n'es même pas qualifié en Champions Cup. Elle vaut quoi cette Challenge Cup? Personne la joue, tu la gagnes, on en parle vite fait et tout le monde attend le lendemain pour la Champions Cup. Autant en football, ils ont réussi à faire de l'Europa League une compétition quand même assez importante, avec des moyens financiers assez onéreux. C'est quand même, tu gagnes quand même pas mal d'argent quand tu la gagnes, tu es qualifié en Ligue des Champions l'année d'après. Là, il n'y a même pas de qualification en Champions Cup. Pour moi, c'est une coupe en carton. C'est la coupe de la Ligue en football. Et il va falloir vraiment qu'ils la refassent, qu'ils déjà accordent un billet en Champions Cup l'année d'après. Parce que là, ils vont la gagner, ok, mais qui va en parler en fait? C'est un point de vue. Benoît, je sais pas si tu as le même que Flavien là-dessus, ou sur la Challenge Cup en général, et puis sur la saison du MHR surtout, puisque c'était le sujet de base. Ouais, sur la Champions Cup, c'est vrai que c'est une compétition un peu délaissée. Ah ouais, le fait d'ouvrir la porte à toutes les équipes qui se qualifient pas pour la Champions Cup à la jouer, bah, forcément le niveau il baisse. Les équipes ont peut-être moins envie de la jouer, sauf celles qui qui ont envie d'avoir un titre peut-être dans une saison loupée. Donc non, pour moi, Montpellier, voilà, ils ont voulu jouer parce que c'était perdu d'un côté, ils veulent avoir ce titre et puis ça fait joli dans la vitrine de trophée, mais après, je suis pas aussi extrême que Flavien en disant que vraiment c'est l'équipe c'est vrai que le collectif n'est peut-être pas très bon, mais après, je pense que quand tu as l'occasion de gagner un trophée, quand c'est vraiment, la galère dans le club, bah, autant le jouer à fond et après l'année prochaine, ils reviendront peut-être plus forts, on le verra. Ça se trouve, ils vont me faire mentir et ils vont rester à ce niveau-là, mais non, je pense que Montpellier, ils peuvent revenir l'année prochaine à un meilleur niveau. Je pense que c'était une année blanche comme ça et s'ils changent d'entraîneur, peut-être avec un Franck Azema qui amènera lui aussi son expérience et de quoi faire, revivre, cette équipe du MHR. On verra, l'avenir le dira, mais pour l'instant, je pense que le MHR fait bien de jouer, cette compétition. Ouais, ça pourrait être le deuxième titre hein, dans cette compétition du MHR. On va peut-être faire un parallèle Ouais. rapide avec l'équipe qu'ils affronteront en finale, à savoir le Leicester, donc qui est venu à bout de l'Ulster. On le rappelle, le Leicester avait fait une première mi-temps assez désastreuse contre les Ulstermen et était mené 17-6 pour finalement s'imposer sur le score de 33-24 au gré d'une deuxième mi-temps superbe avec notamment des essais de Wiz, de Gange et de Porter, notamment sur une superbe passe de George Ford. Flavien et Benoît, d'ailleurs, j'aimerais avoir vos avis. On s'est demandé qui était le favori de cette finale de Champions Cup. Qui est le favori de cette finale de Challenge Cup? Moi, j'aurais vraiment, avant de regarder les bookmakers, mis le Leicester et j'ai regardé les bookmakers. Et bien, vous savez quoi? C'est Montpellier qui a un autour pareil, aux alentours d'un 50 à 55, et favori devant cette équipe du Leicester, Flavien. Oui, bah après, c'est un match amical, donc tout le monde peut gagner. Enfin, non, non, plus sérieusement, oui, mais enfin, c'est aussi, on voit là l'ascendant qu'a pris le top 14 sur la première chip anglaise. On voit vraiment qu'il y a, notamment avec la disparition des Saracens qui sont allés en deuxième division, voilà, on voit vraiment que le top 14 est aujourd'hui le championnat numéro un et les équipes qui en font partie, en général, sont supérieures à celles de la première chip. En général, je dis bien. Donc là, oui, ça ne m'étonne pas, vu la qualité de l'effectif, bien sûr que Montpellier est favorite pour moi pour cette finale. Mais voilà, ça va se jouer à Twickenham aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Donc Oui. là, il y aura l'appui du public qui sera vraiment conséquent pour eux. Ça va leur faire tout drôle en plus. Donc, ouais, avec l'arrivée du public face à une équipe de Montpellier qui alterne courant chaud, courant froid, ouais, pour moi, c'est vraiment 50-50 ce match.
Benoît, toi, qu'est-ce que tu penses de ce rapport de force entre le Leicester, donc, qui, on le rappelle, a plutôt un jeu, bon, à l'anglaise évidemment, mais qui se rapproche d'un jeu irlandais avec un gros pack très puissant devant. Les Montpelliérains, pour le coup, trouveront à redire dans ce secteur de jeu. Et une équipe de Montpellier, finalement, qui est peut-être dans un style assez similaire et qui arrive sans grande garantie, puisque même si les résultats sont bien mieux depuis quelques semaines, le contenu, lui, reste quand même assez moyen pour une équipe de ce calibre. Ouais, les Anglais, je connais pas exactement leur jeu, mais c'est vrai que quand on voit les matchs qu'ils ont fournis en Champions Cup, en Challenge Cup, pardon, euh, c'est plutôt moyen aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Et je pense que ouais, Montpellier peut tirer son épingle du jeu face à une équipe comme ça qui est un peu finalement dans le doute. Après, ils ont quand même battu l'Ulster, donc c'est quand même pas rien. D'habitude, eux, ils jouent la Champions Cup. Donc, ouais, pourquoi pas les Anglais, ouais, 50-50 aussi. J'arrive pas à dégager de favoris là non plus pour cette finale. Le Leicester, on rappelle son parcours en Challenge Cup, ils avaient battu des clubs français d'ailleurs lors des deux premières rencontres. Ils avaient battu Brive à domicile 39-17, ils avaient gagné à Bayonne 28-20. Et donc en phase finale, ils avaient battu Ouais. le Connacht à domicile 48-32 avant de s'imposer contre Newcastle 39-15. Et donc cette demi-finale contre l'Ulster. Ils ont rejoué tous leurs matchs de phase finale à domicile, plutôt sympa les Anglais. Voilà, en tout cas, ça sera le 21 mai contre cette équipe du MHR. On suivra ça avec attention, tout comme donc la finale de Champions Cup du lendemain. Cette fois-ci, cette finale de Challenge Cup, ce ne sera pas en fin d'après-midi, ce sera en soirée. Ce sera à 21h, évidemment, à suivre sur le site de Wisport. Et puis on parlera de tout ça, évidemment, aussi dans Mêlée à 5 la semaine suivante. On va passer au dernier thème de cette émission, messieurs. On va passer au top 14 après avoir pas mal débriefé l'Europe. On va passer au top 14 parce que finalement ce top 14 nous réserve aussi son lot de surprises. On vous a mis un petit classement en visuel pour que vous puissiez mieux visualiser la situation comptable des différents clubs. On a donc le Stade Toulousain et le Stade Rochelet évidemment en tête, avec Clermont, le Racing, Toulon et Lyon qui suivent. Et juste derrière, donc en 7ème position, on a le Castres Olympique, en 8ème position l'Union Bordeaux-Bègles, en 9ème position le Stade Français Paris, et beaucoup plus loin en 10ème position Brive. Il y a à peine 10 points entre le 3ème Clermont et le 9ème le Stade Français Paris. Même si Clermont ça semble fait, il y a le Racing quand même en embuscade à 59 points. Castres, donc, qui est le premier non qualifié pour l'instant, est à 55. Donc 4 points d'écart seulement entre le 4ème et le 7ème. En tout cas, ça nous promet une fin de championnat complètement dingue. Je sais que toi, Flavien, tu es resté sur la qualification donc, de Bordeaux et de Lyon, dans ces deux équipes qui restent un peu à déterminer, avec un Toulon qui passerait à la trappe. Est-ce que tu es toujours du même avis? Oui, j'ai pas changé d'avis, hein, ça bouge pas. Bordeaux a 2 matchs en moins, donc ils peuvent revenir totalement et être dans les 6. Avec notamment, je regardais le calendrier vite fait, ils accueillent Toulouse à la dernière journée. On peut imaginer que le Stade Toulousain mettrait une équipe B, sachant qu'ils seront déjà qualifiés. Donc Bordeaux, je me fais pas du tout de soucis. Le Loup, peut-être le Loup, parce que là déjà, c'est samedi ou dimanche, on a un Castres contre Lyon qui va être assez exceptionnel parce que Castres est un point derrière Lyon et sur 4 victoires d'affilée. Donc, ouais, c'est une équipe que je ne pensais pas revenir comme ça, mais c'est vrai que Castres revient fort. Toulon a aussi un gros calendrier. Ils accueillent Toulouse le week-end prochain. Et le Stade français, alors à première vue, j'aurais vu que le Stade français était mort dans le film, mais ils ont quand même un calendrier assez abordable, avec notamment la réception de Montpellier. Donc, ouais, là, Ah bah, les cartes sont rabattues. le Stade français est la quatrième meilleure équipe à domicile. Donc il leur reste deux matchs à domicile contre Montpellier et Lyon. Et ils vont à Brive et à Bayonne. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de déplacement a priori chez un gros. Ils ont joué les 8 premières équipes
à l'extérieur. Et quand on connaît la faiblesse du Stade français à l'extérieur en règle générale, c'est plutôt une bonne chose pour les matchs qui restent à venir pour les Parisiens. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a seulement 3 points d'écart avec le Loup. Après, à voir ce que va faire Bordeaux. Justement, c'est peut-être la clé finalement ce que va faire Bordeaux. Bordeaux qui a le même nombre de points que le Stade français avec 2 matchs en moins, qui a 3 points de moins que Lyon, mais qui a 2 matchs en moins à jouer. Comment les Bordelais vont gérer cet enchaînement? C'est peut-être ce qui va déterminer qui se qualifiera ou pas, sans doute même. Benoît, sur quoi tu pars, toi? Est-ce que tu pars plutôt sur un Stade français qui finit par créer l'exploit? Est-ce que tu pars sur un Castres Olympique qui poursuit sa folle remontée et qui, comme le Stade français d'ailleurs, confirme son statut un peu d'équipe capable de renaître de ses cendres et d'aller chercher cette qualification au bout du bout? Ou est-ce qu'on reste sur quelque chose de globalement attendu avec Clermont, avec le Racing, avec Bordeaux et avec Toulon? Peut-être la seule incertitude et la plus grosse incertitude se situerait entre la sixième et la septième place avec le Loup ou l'UBB. Je pense pas que le Stade français puisse revenir dans les 6, ça va être vraiment dur pour eux. Parce que ouais, voilà, les déplacements, c'est souvent mal géré, même si leur victoire contre le Racing, elle a fait beaucoup de bien. Il y a une équipe qui me fait très peur, c'est l'ASM. Ils sont troisième avec 63 points, comme tu as dit. Ils ont un calendrier vraiment très compliqué. Ou alors, je crois ils jouent contre Toulon, contre le Stade Rochelais, et ils finissent par Toulouse. Euh, Ouais, j'ai très je vais te le peur de donner. voir l'ASM Ils vont, rechuter au classement. c'est vrai qu'ils vont au Racing au prochain match. Et c'est Ils ça, accueillent Racing. Toulon, ils vont à Toulouse et ils accueillent La Rochelle. C'est vrai que c'est un très très gros calendrier pour les Clermontois. Après, Ouais, ce qui non. est bien, c'est qu'ils jouent quand même le Stade Toulousain qui sera sans doute déjà qualifié pour les demi-finales une semaine après leur finale européenne. Et La Rochelle, un peu pareil. Et c'est vrai que quand on voit le niveau actuel du Racing et de Clermont, on peut facilement presque se dire que Toulouse pardon, et La Rochelle seront les deux équipes qualifiées pour les demi-finales avant même les deux dernières journées. Mais largement, les 2 premiers, ils vont rester là. Je pense que ça va pas bouger à ce niveau-là, mais je vois bien une équipe, de Castres faire un gros coup et revenir à à la sixième place pour la dernière journée comme ils ont souvent eu l'habitude de le faire. Tu nous parlais du Voilà calendrier. donc Castres, pour le coup, ils ont l'avantage de jouer que des concurrents directs. C'est-à-dire que là, ils vont jouer Lyon, comme Flavien le disait ce week-end. Après, ils se déplacent à Bordeaux, ils se déplacent à Brive et ils reçoivent Toulon. Donc c'est vrai que pour le coup, eux, ils ont un peu ce calendrier à double tranchant en jouant que des concurrents directs. Donc ils peuvent à la fois avoir leur destin entre les mains, mais aussi très c'est rapidement ça, être décrochés. c'est ça, donc c'est vraiment l'équipe que je vois créer l'exploit aux dépens de qui? Alors là, comment dire? Peut-être Toulon. Le Loup va résister parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans une assez bonne dynamique. Ils ont trouvé un bon plan de jeu. Et je vois peut-être, par exemple, l'ASM redescendre et peut-être ne pas accueillir de barrage. Et voilà, donc je vois seulement Castres ressortir peut-être aux dépens de Toulon, mais rien n'est joué vraiment. Donc tu ne vois pas Bordeaux en phase finale. Ah, ça me paraît compliqué, je sais pas. On va voir comment ils vont vivre l'après demi-finale. Souvent, les équipes, elles prennent un coup, donc soit elles se remobilisent, soit elles s'écroulent un peu. Mais à Bordeaux, ça va être malheureusement compliqué parce que c'est vrai que l'année dernière, ils auraient mérité de disputer les phases finales. Donc non, je les vois pas. D'accord, très bien. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je me situe peut-être entre les deux. Moi, Bordeaux, comme je l'ai dit au début et comme vous l'avez très justement dit aussi, je pense que ça va se jouer sur la manière dont ils parviennent à enchaîner les matchs. Parce que sur le papier et au vu de leur calendrier, pour moi, c'est une équipe qui doit terminer dans les 6. Lyon a plus de certitude, je pense, que Toulon, mais Toulon a un point de plus que Lyon avec un match en moins. Donc ça aussi, ça peut avoir son importance pour les comptes à la fin. J'ai du mal à croire que ça bougerait potentiellement. Je vous dis peut-être Bordeaux qui pourrait doubler cette équipe de Toulon, mais encore une fois, ça dépendra aussi de la dynamique des deux équipes. Bordeaux et Toulon qui se joueront d'ailleurs fin mai lors de la 25e et avant-dernière journée. Donc c'est vrai que ce sera très intéressant à suivre. Non, Est-ce que mais vous... enfin, ouais, ouais, on va se mouiller. On va se mouiller. Moi, voilà, j'ai regardé les calendriers. Toulon, ça sort à 100% pour moi. Tu accueilles Toulouse, tu vas à Clermont, tu accueilles Bordeaux, tu vas à Castres.
c'est trop compliqué. Ah, mais c'est C'est vrai que trop dur, ça sort. le calendrier est horrible, hein, surtout qu'on peut pas dire que Ah leur oui, performance à domicile contre Agen est vendue du rêve il y a 3 jours. non, non, Toulon, ça saute et Bordeaux prend sa place. Bordeaux, je suis sûr et certain qu'ils vont être dans les 6 parce que Christophe Furios, tout simplement, qui est Ah, peut-être le meilleur manager, de France. Donc voilà, pour moi, Bordeaux passe à la place de Toulon et derrière, moi, j'ai toujours cru en Lyon. Donc pour moi, Lyon, ça bougera pas. Mais c'est vrai que Stade Français, Castres. Allez, derrière, allez-y. Mais pour moi, Bordeaux et Lyon pour 5 et 6. alors, sachant que d'ailleurs, je me permets de vous transmettre une petite information qui peut avoir son importance. Déjà, pour la Coupe d'Europe, il pourrait y avoir 8 clubs français qualifiés pour la Champions Cup l'année prochaine. Donc la 7e et 8e place pourraient avoir leur importance. D'autant plus qu'on a entendu pas mal de rumeurs sur le potentiel déroulement de la suite du championnat en cas de forfait d'une équipe pour cause de Covid en phase finale. Ça pourrait par exemple être le 7e ou le 8e qui disputerait ces matchs-là si jamais il y avait une équipe devant qui était contrainte de se désister. Donc c'est vrai qu'on peut d'autant plus assister à une fin de championnat complètement folle où la 7e et la 8e place pourraient, que ce soit pour la qualification de Champions Cup l'an prochain ou pour potentiellement disputer des barrages, avoir son importance. Benoît, si tu veux rajouter quelque chose avant de conclure. Ouais, bah, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un débat autour de ça sur comment finir la saison en cas de Covid. J'ai vu, ils pensaient peut-être aussi à faire, à les mettre dans une bulle sanitaire et ne voir que les joueurs ne voient personne, les laisser dormir à l'hôtel pendant les 2 dernières journées, peut-être pour disputer les phases finales tranquillement. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Et pourquoi pas donc avoir la surprise de voir ouais, un 7e, un 8e jouer des phases finales. Bah, après, moi, sur l'éthique, je trouve pas ça très juste, mais si c'est la seule façon de pouvoir terminer de la meilleure des manières, eh ben, il faudra faire ainsi. Flavien, un avis là-dessus ou sur ce mode peut-être opératoire? On a aussi entendu parler d'un potentiel algorithme pour les clubs qui ne parviendraient pas à disputer l'ensemble des 26 journées avant la deadline du 4 et 5 juin. Oui, non, mais enfin, je suis pas épidémiologiste, mais je pense que voilà, avec la vaccination, et cetera, le covid va un peu laisser tranquille les effectifs de top 14, je pense. Donc je pense que je vois pas pourquoi il y aurait, autant de cas. Ils vont tous faire attention. Je pense qu'ils vont s'auto-mettre dans une bulle eux-mêmes et oui, j'espère surtout qu'il y aura pas de soucis parce que j'ai entendu parler aussi de l'algorithme là avec des calculs savants sur le pourcentage de victoires à domicile et cetera. Enfin, autant lancer une pièce en l'air quoi. Là, faut je sais pas qui a pondu cette idée, mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a mieux. Moi, c'est Alexandre Chapuis d'ailleurs qu'on salue, qui m'a envoyé le lien. J'avoue qu'au début, c'était une blague. J'ai cru que c'était un sketch. C'est à Montpellier qu'on parlait au tout début de ça. Enfin, j'avais lu dans un article que c'était effectivement Saint-André qui parlait de cette méthode. Dans un premier temps, j'y avais pas cru et puis ça avait été confirmé. La rumeur avait été confirmée par certains journaux assez réputé dans le monde sportif. Donc c'est vrai que tout de suite, ça avait pris beaucoup plus de valeur. Et bah écoutez, messieurs, de ce que j'ai entendu, à l'exception de Benoît qui pense que Castres va coiffer Toulon et que l'Union Bordeaux-Bègles ne sera pas en phase finale, je pense qu'avec Flavien, on part globalement sur ce qui est actuellement le cas, à l'exception donc de Toulon qui se ferait doubler par cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. On rappelle qu'il y a 4 points d'écart entre les deux équipes avec un match en moins pour les Bordelais, mais surtout des calendriers radicalement différents avec une fin de championnat très compliquée pour Toulon et une fin de championnat plutôt abordable à condition de bien enchaîner les matchs pour les Bordelais. Écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier de m'avoir accompagné pour cette belle émission euh, post-demi-finale de Coupe d'Europe et pré donc finale de Coupe d'Europe dans 2 semaines et sprint absolument haletant qui se profile en top 14 pour ces 4 dernières journées, j'ai envie de dire, même si Bordeaux et Toulon et La Rochelle ont des matchs en moins, donc on peut même dire 5 dernières journées. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite sur 100% live.